Quelle course qu'Austin nous offre toujours. Nous nous sommes super amusés et nous avons vu le grand moment de Leclerc, la grande victoire de Verstappen et dommage que Leclerc ait perdu la deuxième place. Selon moi, Ferrari a un peu tout joué dans ce duel ici, au 22e tour que nous allons analyser ensemble. En fait, selon moi, il n'était pas nécessaire de laisser Leclerc faire ce tour supplémentaire. En fait, on aurait pu le faire arrêter un tour ou 2 tours avant que Norris ne dépasse Leclerc. En effet, en ce moment, nous voyons que Leclerc et Hamilton sont collés. Pourquoi faire bagarrer les deux pilotes Ferrari quand cela vous fait perdre tellement de temps que cela vous coûte cher dans la bataille avec Norris? Parce que, comme le disent justement les pilotes Ferrari quand nous sommes en piste, il est juste de se battre. En effet, ils ont demandé à Hamilton dans les interviews. Mais tu t'es plaint un peu de ce que Charles a fait en piste. Charles a défendu sa position comme n'importe quel pilote. C'est normal qu'il le fasse. Le point est que l'équipe doit comprendre, en ayant les données au stand, qu'elle ne peut pas se permettre de faire cette bagarre car elle va perdre la deuxième place avec Norris. Alors analysons cet épisode en détail. Tout d'abord, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les vidéos qui sortent ici sur la chaîne. Je vous remercie de tout cœur pour tous les messages de soutien. Cela dit, revenons à cet épisode ici, car nous voyons que Hamilton est derrière Leclerc, dans ce cas avec des pneus médiums. Après 22 tours, évidemment le pneu médium a plus d'adhérence que le pneu tendre, et nous voyons cet échange de trajectoire avec Charles qui se défend très bien, évidemment à ce point de la piste, tandis qu'Hamilton est là à poursuivre. Il n'arrive pas à passer dans ce cas. Après, Leclerc s'arrête au stand pour qu'Hamilton puisse aller la prendre devant Norris, mais dans ce cas, Hamilton perd vraiment beaucoup par rapport à Norris. C'est dommage car Hamilton était aussi là accroché au groupe de tête. Ici aussi, nous voyons qu'il ferme la trajectoire. Hamilton est enfermé à ce point. Et ici aussi, il essaie une trajectoire différente. Il essaie de croiser. Hamilton fait tout pour essayer de dépasser Leclerc qui sera arrêté ensuite. Mais je me demande, si tu sais que tes deux pilotes ont deux stratégies différentes, car Leclerc est l'un des rares pilotes à avoir monté le pneu tendre au départ, Hamilton a le pneu médium, et donc ils ont deux stratégies différentes. L'un doit s'arrêter forcément avant l'autre. Pourquoi les laisser se bagarrer en piste? Je comprends que les deux pilotes veulent se battre à la fin s'ils sont l'un contre l'autre. Personne ne laisse passer l'autre pilote évidemment, mais c'est justement l'équipe qui doit faire arrêter l'un des deux pilotes. Dans ce cas, Leclerc, pour éviter ces moments, car tu vas perdre du temps par rapport à tes vrais adversaires qui sont évidemment les McLaren et Red Bull, mais dans ce cas, Verstappen n'était pas un adversaire de la course, ni la Mercedes. En somme, tu ne peux pas te permettre une situation de ce genre selon moi. Dites-moi aussi comment vous avez vu cet épisode. Je vais vous montrer à nouveau la bagarre dans son intégralité, juste pour contextualiser, et ensuite nous allons voir aussi les points positifs de la course de Ferrari, car il y en a beaucoup de toute façon ici. À partir des deux vues embarquées, celle d'Hamilton et celle de Leclerc, nous allons voir ensemble pourquoi le duel continue ici sur la ligne droite, c'est-à-dire qu'il a commencé plutôt sur la ligne droite. Nous voyons ici que Leclerc prend l'intérieur. Dans ce cas, nous voyons ici Hamilton à l'extérieur, donc Leclerc se défend, et ensuite nous avons vu Hamilton passer très à l'intérieur pour dépasser Charles. En somme, c'est un peu la bagarre qui a fait perdre du temps à Ferrari. Elle a aussi fait perdre, selon moi, la chance à Leclerc de conquérir la deuxième position. En effet, voyons ensemble le classement final avant de faire un récapitulatif du classement mondial et tout. Nous voyons que Verstappen a gagné la course, Norris est deuxième, Leclerc est troisième. En somme, ils sont arrivés comme ils ont commencé. D'ailleurs, j'avais dit cela dans mon pronostic. Selon moi, ils arriveraient Verstappen, Norris, Leclerc. Et c'est ce qui s'est passé. Puis Hamilton quatrième, Piastri cinquième, et ainsi de suite tous les autres. Qu'est-ce qui peut nous surprendre dans cette course? Certainement le choix de la stratégie, c'est-à-dire qu'à la fin, toutes les équipes ont choisi les pneus tendres et médiums. La dégradation n'était pas si prononcée, et tout cela grâce à Leclerc, car Leclerc a été l'un des rares pilotes, avec Stroll et Bortoleto, à partir avec des pneus tendres. Et cette stratégie de Leclerc a fait comprendre aux adversaires que le pneu tendre était un pneu de course potentiel, car initialement la stratégie possible était médium dur. Mais il a un peu changé la donne, on peut dire ainsi, et donc tout le monde a copié la stratégie de Charles. Leclerc a fait un excellent premier relais, et ici j'interviens avec la télémétrie pour vous montrer le relais de Leclerc contre Norris, car il a fait quelque chose de remarquable, et nous devons voir les données ensemble. En fait, cette partie ici est le premier relais de Leclerc contre le relais de Norris, et nous voyons que dans les derniers tours, Leclerc tenait le rythme de Norris. Nous parlons d'une Ferrari contre une McLaren,
Et sur le rythme de course, nous avons vu à plusieurs reprises Ferrari avoir des difficultés cette année, qu'elle ne supporte pas la pression. Dans ce cas, il a réussi à garder derrière Norris pendant une grande partie de la course, et donc Leclerc a fait une course extraordinaire, surtout lors de son premier relais avec des pneus tendres, car il a réussi à gérer les pneus de manière parfaite. Nous verrons aussi après un joli plan des pneus arrière usés de Charles, nous en parlerons ensemble. Mais d'abord, je veux vous montrer la télémétrie. En particulier, j'ai pris le tour 18, donc un tour avancé, c'est-à-dire avec un relais moins prolongé de Charles Leclerc. Et nous voyons ensemble la différence entre le tour de Leclerc 18.1, 39.8 et le tour de Norris 1.0. Nous voyons que Norris était en zone DRS. En effet, nous voyons des vitesses de pointe plus élevées. Mais dans le Snake, Leclerc faisait une énorme différence. Regardez à quel point Leclerc était plus rapide, avec des pneus beaucoup plus usés par rapport à ceux de Norris. C'est vrai, il avait des pneus tendres, Norris avait des pneus médiums, mais néanmoins les pneus étaient plus usés et il réussissait à aller beaucoup plus vite et à récupérer depuis le début du Snake où Norris gagne 164 millièmes sur Leclerc. Il est arrivé à la fin du Snake, il gagnait 2.3, 0.23, les gars 234 millièmes. En somme, Leclerc a réussi à gagner presque 0,4, disons, seulement dans le Snake. Il gagnait sur ce tronçon, il gagnait énormément par rapport à Norris, et cela lui permettait aussi d'avoir l'écart nécessaire pour contenir Norris dans la deuxième ligne droite, malgré que Norris avait le DRS et Leclerc non. Donc c'était une grande différence que Charles faisait, et il faisait une magie dans ce premier secteur. Dans la partie lente, il réussissait quand même à ne pas perdre autant. Ensuite, nous avons vu que le pneu très usé de Leclerc le faisait glisser dans cette partie finale, mais il ne perd pas autant que l'on aurait pu s'attendre en somme. Bravo Leclerc, car il a réussi à se défendre très bien. Allons voir quelques situations où Leclerc s'est défendu contre Norris et la magie qu'a faite Charles, qui est souvent critiqué dans la gestion du rythme de course et tout. Mais selon moi, il a vraiment fait une très grande course hier et il faut le reconnaître, il est le MVP de la journée, en plus de Verstappen qui a aussi fait une course somptueuse. Mais regardez ici les gars, nous arrivons dans. C'est le freinage de la deuxième ligne droite, le virage après la deuxième ligne droite. Nous voyons ici que nous arrivons au freinage avec Leclerc à l'intérieur. À l'extérieur, il y a Norris, croisement de trajectoire. Norris essaie de passer. Regardez à quel point Leclerc arrive même à la limite de la ligne blanche. Il reste dans les limites de la piste, mais il réussit à rester à la limite. À l'inverse, par exemple, Norris, nous le verrons aussi après, a reçu le drapeau noir et blanc pour avoir dépassé les limites de la piste. Il a été habile à ne pas recevoir de pénalité, mais il a pris des risques peut-être avec Leclerc. Et ici, nous voyons, continuons. Je coupe un instant le son. Continuons, regarde ici. Norris essaie d'aller à l'intérieur, je réfléchis un instant. Leclerc donnait d'abord l'extérieur, puis couvre l'intérieur, mais se déplace uniquement au freinage. En effet, nous voyons ici, au freinage, il réussit à se déplacer à l'intérieur. Alors Norris est obligé d'aller à l'extérieur. Continuons et voyons ici qu'il dépasse les limites de la piste. Et ici, il prend une pénalité de limite de piste importante, Norris, car ensuite cela ne lui a pas permis d'être aussi agressif ni de rattraper Max Verstappen à la fin, même si c'est presque impossible. Et même avant cela, dans sa tentative de dépasser Leclerc de manière plus décidée, il a dû attendre un peu dans la deuxième partie de la course. Nous allons le voir aussi après. Donc cette pénalité de limite de piste de Norris, qui d'ailleurs est aussi assez discutable parce qu'elle arrive à un moment où ton adversaire te pousse hors de la piste, justement parce que Leclerc se défendait, mais c'est une pénalité lourde dans la course de Norris et discutable car beaucoup disent et les limites de piste quand on se défend pour un dépassement ne devraient pas être appliquées, mais sinon après tout le monde va malheureusement dire. Mais j'ai été dépassé, c'est-à-dire que j'ai essayé de dépasser et j'ai effleuré hors de la piste parce qu'ils m'ont poussé dehors. Donc ça, ce n'est pas une limite de piste. Ce serait un peu contestable, disons-le ainsi, mais c'est ce qui est arrivé avec Norris qui a essayé. Leclerc très habile ici pour se défendre. Les gars, il a fait une magie selon moi et ici, Norris n'arrive à rien faire parce qu'il est trop loin. Ici aussi, nous voyons que Norris reste trop loin. Donc grand Leclerc qui a fait une très grande première partie de course. Voyons d'abord le départ et ensuite je vous montrerai les pneus usés de Leclerc car c'est vraiment incroyable de voir comment il a réussi à gérer l'arrière qui glissait tellement. Et ensuite, nous allons aussi écouter les radios de l'équipe. Évidemment, voici le départ de Leclerc. Allons la voir ensemble car il partait troisième. Il a immédiatement réussi à prendre la première position. On continue. Ici, il freine à l'extérieur avec les pneus tendres. Donc Leclerc avait clairement l'avantage au départ par rapport aux autres. Il va à l'extérieur, fait un de ses freinages tandis que Verstappen couvre l'intérieur. Et ici, il réussit à se placer à côté de Norris.
Bravo aussi à Norris de lui laisser de l'espace, car tous se sont laissés de l'espace. Personne n'a poussé quelqu'un hors des limites de la piste, donc c'est aussi à noter. Mais très bon Leclerc qui a réussi à avoir plus de vitesse ici en sortie, car dans ses virages en épingle, plus il prend la trajectoire extérieure, plus il parvient à avoir une vitesse de passage supérieure par rapport à ceux qui sont à l'intérieur. Et donc nous voyons ici qu'il parvient à prendre une excellente deuxième position qui a ensuite été fondamentale. Le choix de monter le pneu tendre, je pensais sincèrement que c'était assez discutable de la part de Ferrari. J'ai dit, mince, mettez le pneu moyen aussi sur Leclerc. Quel sens cela a-t-il de mettre le pneu teux alors que la stratégie recommandée est moyen dur? Donc il doit inévitablement faire 2 arrêts au stand. Au contraire, Ferrari savait qu'il était possible de faire une stratégie, un arrêt même avec le pneu tendre, et a tout misé sur le départ en diversifiant, car Leclerc prend le tendre, Hamilton le moyen, et donc ils ont fait un bon choix chez Ferrari cette fois-ci, et ont monté ce tendre qui a valu la 2e position en début de course à Leclerc. Et nous avons ensuite vu un grand spectacle dans la défense de Leclerc, les gars qui dans sa défense, son attaque et sa défense. Leclerc est incroyable, c'est l'un des pilotes les plus forts sur la grille, et il faut lui en donner le crédit. Cela me désole quand il est souvent critiqué, même par de nombreux gourous du clavier, parce qu'on disait « Ah, Leclerc n'a pas encore remporté un titre, il n'a pas eu la voiture, les gars, c'est-à-dire qu'il n'a pas une voiture pour se battre pour le titre. S'il l'avait, il pourrait être plus fort que beaucoup d'autres pilotes, à mon avis, même par exemple que Norris, qui a maintenant une bonne voiture, est là pour se battre pour le championnat. Tant mieux pour lui, mais si nous mettons Leclerc et Norris dans la même voiture, je veux voir qui remporte le championnat. Cela dit, passons également à quelques moments importants de la course, car nous avons vu par exemple la pénalité de Sainz. Nous savons que c'est déjà la semaine de course, car ce week-end il y aura une course au Mexique et nous voyons l'attaque que Sainz a tentée sur Kimi Antonelli et ensuite il a été pénalisé. Voyons ici, il a tenté de faire cette attaque ici, il a percuté Kimi. Cela me désole en effet car après la course de Kimi a été complètement gâchée, il pouvait faire une course nettement meilleure. Ici, erreur flagrante de Sainz qu'il paiera au Mexique car il a reçu 5 positions de pénalité si je ne me trompe pas. Oui, le voici, l'annonce 5 positions de pénalité pour Sainz pour avoir commis cette erreur. Et cela dit, je veux aussi montrer le pneu de Leclerc dont nous parlions auparavant. La voici, c'est le moment où Leclerc avait le pneu super usé et malgré ce pneu usé, il parvenait à se défendre énormément. Vous voyez ici le graining sur la partie interne, tout le graining ici qui fait ensuite perdre de la performance à la monoplace, car c'est plus un échauffement thermique, pas tant une dégradation des pneus, comme l'ont justement dit les différents dans les divers radios des équipes, et cela dégrade le pneu. Cela détériore quand même la performance car vous glissez beaucoup avec l'arrière et vous ne restez plus sur la piste. Cela se voyait beaucoup avec le pneu tendre. Leclerc l'a vu dans la première partie de la course quand en outre il avait plus de charge de carburant et Verstappen l'a vu, mais aussi Norris lui-même dans la deuxième partie de la course quand il y avait aussi moins de charge de carburant. En effet, Norris n'a pas réussi à dépasser Leclerc tout de suite dans la deuxième partie de la course. Il s'est rapproché, il avait un échauffement exagéré des pneus tendres et a donc dû s'éloigner puis se rapprocher à la fin de la course pour dépasser Leclerc. Donc c'est un peu la situation du pneu tendre qui n'avait pas tellement de dégradation, mais avait plus un échauffement du pneu, donc une augmentation des températures, on peut dire. Et puis nous avons vu aussi la conférence, c'est-à-dire la conférence de presse après. Il y a le post-podium, on peut dire, voici où nous avons vu un Norris qui est très seul alors que Verstappen et Leclerc étaient là à parler entre eux, à échanger. J'ai vu un Norris avec une attitude un peu désabusée, je le vois pendant cette période. Ce n'est pas le Norris habituel, c'est un Norris qui est très pour son propre compte, c'est un Norris qui est un peu pensif, il se plaint souvent aussi de ses performances, il justifie toujours les adversaires. Par exemple, ce qui est arrivé à Piastri, lors de la course sprint d'Austin, il a dit mais ce n'est pas la faute de Piastri justement, mais tu joues le championnat avec lui, tu dois faire preuve de plus de courage, un peu plus de méchanceté. Et Norris me semble un peu méchant en ce moment de la saison, alors qu'il joue quand même le championnat. Et j'en profite pour vous montrer aussi le classement en cours. Et donc je vois un Norris qui est un peu trop méchant et à la hauteur, je ne sais pas, je ne le vois pas en lutte pour le championnat. C'est-à-dire qu'il me semble être un pilote qui lutte en piste peut-être pour essayer de gagner ainsi, mais je ne le vois pas vraiment dans l'optique de gagner le championnat. Je ne sais pas. Dites-moi aussi comment vous voyez Norris, même Piastri ce week-end. Nous l'avons un peu perdu objectivement.
car à la fin de la course, il est arrivé en 5e position derrière les 2 Ferrari, alors que la McLaren ce week-end avait objectivement un rythme quand même supérieur aux Ferrari. Oui, elle a perdu beaucoup de temps. Selon moi, McLaren a beaucoup perdu en ne disputant pas la course sprint. Elle a perdu beaucoup de données disponibles pour changer le stop. Et cela a beaucoup impacté les performances parce qu'ils ont dû relever la monoplace. Et donc cela génère moins de charge aérodynamique des canaux Venturi. Et donc cela a certainement compliqué le week-end de McLaren. Mais arriver 5e avec Piastri est une performance un peu en demi-teinte pour le pilote australien. Donc nous avons vu les 2 pilotes de McLaren perdre un peu de points ce week-end, tandis que Max Verstappen a fait un week-end extraordinaire. Et maintenant, il est à 40 points, Verstappen, parce que je m'en rappelais aussi dans l'histoire d'hier. Maintenant, je vais voir avec vous que j'ai publié sur Instagram où je disais pratiquement que Verstappen a réduit son écart aux Pays-Bas. Il avait 104 points de retard sur le leader au Grand Prix d'Italie, à Monza 94 points, à Bakou 69, à Singapour 73. Et ici à Austin, il a réussi à réduire l'écart à 40 points derrière Piastri. Donc 346 points pour Piastri, 306 pour Verstappen et il revient très fort. Je vois Verstappen motivé. À chaque course qui passe, sa confiance en soi augmente et il en a déjà beaucoup évidemment, mais il y croit de plus en plus. Si avant les chances de gagner, le mondial était entre 50 et 50, selon ses propres déclarations, à mon avis, maintenant il croit gagner le mondial non pas à 100%, mais au moins à 80%, c'est-à-dire 40 points, ce n'est pas beaucoup. Et ils peuvent être récupérés. Il reste vraiment peu de courses. Donc Verstappen peut essayer de gagner aussi parce que d'autres pilotes peuvent s'interposer entre Verstappen, à savoir Red Bull et les McLaren, car nous pouvons voir des Ferrari, nous pouvons aussi voir des Mercedes à ne pas sous-estimer. Donc attention que même les adversaires peuvent se placer là en sandwich et donc ils peuvent un peu voler des points aux adversaires. Donc c'est un point important à ne pas sous-estimer parce que nous avons vu justement Austin a beaucoup influencé et évidemment aussi le double abandon dans la course sprint n'a peut-être pas tant changé la situation en termes de points pour McLaren parce qu'il a perdu 8 points face à Verstappen. Mais cela a changé, cela a un peu changé la mentalité, je ne sais pas. Ils se sont retrouvés dans un moment qu'ils ne s'attendaient pas à se retrouver après Singapour, après le contact entre Norris et Piastri. Les 2 pilotes de McLaren se retirent dans la course sprint. C'est ce que Zak Brown et aussi Andrea Stella ne voulaient absolument pas que cela arrive sur la piste. Et pourtant, c'est bien arrivé. Donc, c'est certainement un événement un peu négatif. Allons écouter aussi les différents radios d'équipe parce que nous avons entendu les radios d'équipe et de Leclerc et de Hamilton. Mais écoutons celui de Hamilton d'abord et ensuite celui de Leclerc parce que Hamilton est très content de la course. Il a dit qu'il a fait un excellent week-end et donc, voyons si nous le trouvons. Et en effet, j'ai vu un Hamilton très positif en fin de course. Donc cela m'a rassuré si on veut parce que j'avais peur que peut-être Hamilton perde un peu aussi et de positivité dans la deuxième partie de saison. Mais non. Et nous avons vu la même chose aussi pour Leclerc. Maintenant, voyons si nous pouvons les trouver. Je mets d'abord celui de Leclerc. Allons écouter les déclarations post-course. Nous travaillons déjà bien comme une équipe et même si ces choses se produisent, il y a beaucoup de bruit en dehors de la piste, mais nous parvenons quand même à bien travailler unis entre nous. Donc c'est bien, je suis content pour l'équipe. Cela a été un week-end parfait. C'est ce que Charles a dit. Allons voir aussi ce que Hamilton a dit. Le voici. Bon résultat et un bon résultat aussi pour l'équipe. 3 et 4 sont de bons points. Bien sûr, nous voulons faire un pas en avant. Nous voulons mais nous sommes dans la bonne direction pour travailler et arriver à nous battre pour la victoire. Avant l'arrêt de Charles, j'étais collé à lui. Après, quand il est sorti, quand je suis sorti, après le pit stop, j'étais à 10 secondes de distance, donc c'était un peu trop loin et le déficit, c'est-à-dire l'écart avec Leclerc était trop large et donc cela lui a permis à Hamilton de récupérer, mais il a été un peu malchanceux dans cette situation selon Hamilton parce qu'ils ont un peu divagué et Hamilton était derrière et donc il a pu récupérer facilement. Mais en considérant que nous n'avons pas mis à jour la voiture et que nous ne la mettons pas à jour en ce moment. Cela a été un bon week-end, cela a été une belle bataille aussi sur la piste, donc je suis content du travail ce week-end. C'est ce que Hamilton a dit, ils ont pratiquement dit les mêmes choses aussi dans les radios d'équipe. J'ai beaucoup apprécié le fait que même les ingénieurs de piste dans ce cas ont répondu de manière positive aux 2 pilotes.
c'est certainement aussi une situation plus agréable à digérer. Une troisième et une quatrième place ne sont pas des résultats négatifs, et il est donc plus facile d'accepter ces situations par rapport peut-être à des erreurs commises sur la piste qui compliquent un peu la communication entre les ingénieurs et les pilotes, et aussi la situation générale de Ferrari. Dans ce cas, pour Hamilton, je pense que oui, comme il l'a également souligné, la stratégie l'a un peu pénalisé objectivement, car il partait avec le pneu moyen, il était arrivé près de Charles, et à un moment donné, il s'est retrouvé à 10 secondes de distance, alors qu'il avait le rythme pour rester là, près de Leclerc et Norris. Selon moi, faire plus que troisième et quatrième était difficile. Peut-être qu'on pouvait faire deuxième et quatrième, mais tu gardais Norris, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas retirer Norris du podium de mon point de vue. C'était vraiment difficile d'essayer de déloger Norris dans cette course, surtout parce qu'il avait plus de rythme que les deux Ferrari, donc ça s'est bien passé malgré tout. On pouvait peut-être viser la deuxième place, oui, et avec Leclerc sans cette bagarre entre Hamilton et Leclerc, comme je l'ai dit au début, on pouvait aussi viser la deuxième place. C'est certain, mais ça va quand même, ce sont des points importants, surtout en considérant que l'objectif principal de Ferrari en ce moment est de battre Mercedes en essayant d'arriver là, devant dans le classement des constructeurs. Bien sûr, elle doit aussi battre Red Bull, mais Red Bull court avec un seul pilote parce que Tsunoda ne ramène pas de points à la maison et donc seul Verstappen les ramène, mais néanmoins aime l'objectif de Ferrari est d'essayer de finir deuxième au championnat des constructeurs car il y a beaucoup de millions de dollars en jeu. Et donc ceux-ci sont importants pour Ferrari et aussi pour l'image. Si tu es arrivé deuxième chez les constructeurs, tu peux dire que tu as la deuxième meilleure voiture. Allez, c'est un peu ce que Ferrari veut présenter en fin de saison. Elle veut dire en fin de saison si elle devait arriver deuxième au championnat des constructeurs. Cela dit, je vais vous montrer un moment important, celui de la voiture de sécurité virtuelle. Selon moi, la voiture virtuelle ne devrait pas être retirée de la Formule 1. En fait, heureusement qu'ils l'utilisent encore, car c'est un élément fondamental lorsque tu as une voiture garée près de la voie de secours et qu'il faut un peu de temps pour retirer la voiture qui doit être retirée. Eh bien, il est logique d'utiliser la voiture de sécurité virtuelle parce qu'elle perd moins de temps et surtout n'annule pas les écarts entre les pilotes. Peut-être qu'elle les modifie légèrement selon qui exploite mieux la voiture de sécurité virtuelle, mais ça peut être acceptable. Donc, selon moi, l'utilisation de la voiture de sécurité virtuelle est bonne et approuvée. Je pense avoir tout dit. Je vais aussi vous montrer le classement des arrêts au stand les plus rapides. Racing Bulls, le plus rapide. Mercedes deuxième et Ferrari troisième avec Leclerc. Excellent arrêt au stand. Les deux arrêts au stand de Ferrari. Très rapide la Ferrari, je dois dire, avec les arrêts au stand, tandis que McLaren a quand même fait l'arrêt au stand le plus rapide de la saison en 1,91 secondes. Mais elle déçoit un peu lors des derniers Grands Prix en termes de vitesse des arrêts au stand. Et ils ont toujours quelques problèmes. Donc de ce point de vue, Ferrari est nettement meilleur par rapport aux adversaires. Cela dit, eh bien, d'ailleurs c'est Leclerc qui demande aussi en fin de course des limites de piste. Dans ce cas, c'est Leclerc qui a demandé à Briambozzi. Eh bien, donc à la fin, Norris a pris des limites de piste, c'est-à-dire qu'il a pris une pénalité pour les limites de piste. Et Briambozzi dit non, mais il lui a fait transpirer cette position. Et c'est normal, vraiment. En effet, Leclerc a également été très bon pour voir la limite de piste de Norris au dernier virage. Quand il l'a prise, il l'a souligné. Il l'a dit à la radio de l'équipe afin que les commissaires puissent voir. Et Norris a également été bon ensuite pour ne pas aller au-delà et prendre une pénalité. Donc excellent travail de Leclerc en tant que commissaire adjoint, on peut dire. Cela dit, je me suis beaucoup amusé. Austin, c'est toujours une course qui nous offre beaucoup d'émotions et j'aime beaucoup. Soulignons encore le podium de Leclerc. Et eh bien, cette sixième place, excusez-moi, ce sixième podium de Leclerc. Beaucoup de choses dans cette saison où Ferrari a plus de mal par rapport à d'autres saisons, donc beaucoup de choses. Grand podium. La série négative d'Hamilton continue, qui devient le pilote Ferrari avec le plus de courses sans podium, tandis que Leclerc décroche le sixième podium de la saison. Donc, eh bien, beaucoup de choses pour lui. Nous verrons un peu comment nous retrouverons Ferrari au Mexique. Dites-moi votre opinion sur la course que nous avons vue à Austin et quels ont été les meilleurs moments de la course selon vous et si vous vous êtes amusé. Je me suis beaucoup amusé, je dois dire. J'avais beaucoup de tension. J'espérais que Leclerc ramènerait la deuxième place à la maison. Mais il a quand même fait une très bonne course. Il nous a offert un très beau spectacle. Félicitations bien sûr aussi à Max Verstappen pour avoir remporté la course et réduit l'écart dans le championnat. Et bien, par rapport au pilote McLaren. Donc nous verrons un peu comment ce championnat se déroulera car maintenant cette adrénaline et cette émotion se rallument un peu car nous verrons 3 pilotes se battre pour le titre jusqu'à la fin de la saison. Verstappen, Norris et Piastri. Donc nous verrons un peu comment cela se passera. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la course et du conflit aussi chez Ferrari. Cela dit,
Je vous rappelle évidemment de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et sur le thème de Ferrari. Ici de Rasta, c'est tout. On se voit dans une prochaine vidéo.